Le livre sur les quais et la Bibliothèque sonore romande vous proposent carte blanche à la coprésidente. Maëlys de Kerangal invite Grégoire Bouillier. Animé par Oriane Jancourt et enregistré le samedi 31 août 2024 au Casino de Morges. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle rencontre au livre sur les quais, une rencontre donc avec la présidente de ce jour, Maëlys de Kerangal, et Grégoire Bouillier. Alors vous savez, c'est de ces rencontres où au départ on se demande mais pourquoi ? Parce que ce sont deux écrivains qui ont chacun une œuvre importante, une œuvre riche dont on va parler pendant une heure, mais qui a priori n'ont pas tant de points communs. Et pourtant, justement, finalement, ça va être sans doute l'une des évidences de cette rencontre. Alors, Maëlys de Kerangal, voilà, beaucoup connaissent vos livres, depuis Corniche Kennedy, Réparer les vivants, Naissance d'un pont, enfin, on connaît votre souffle romanesque, on connaît votre talent de peintre, votre langue qui marque évidemment dès que quelqu'un vous découvre ce sens de la description, ce sens de l'obsession. D'ailleurs, c'est sans doute évidemment ce qui vous unit à Grégoire Bouillier. Mais là, dans Jour de ressac, vous nous surprenez parce que vous prenez les habits de l'enquêtrice. C'est-à-dire que ça commence comme un polar de Simenon. Vous êtes là à Paris, ça ce n'est pas vous, mais une narratrice qui vous ressemble, et, oui et non d'ailleurs, et qui va recevoir un coup de fil qui va changer sa vie puisqu'on lui annonce qu'un homme sur la plage du Havre, un inconnu, a été retrouvé avec son numéro de téléphone dans sa poche. La narratrice part au Havre, la narratrice a grandi au Havre. Et ça va vous permettre non seulement d'enquêter sur cet homme, ce cadavre dont on ne sait rien, dont on ne connaît même pas le nom, mais aussi d'enquêter sur une enfance au Havre, vous avez grandi au Havre, et puis sur cette ville. Et on reconnaît là votre passion des lieux, votre inénarrable manière de sans cesse interroger les lieux et ce qu'ils cachent, et leur histoire, puisque le Havre, c'est aussi une histoire de destruction. Grand bombardement du Havre en 1944 et une histoire de reconstruction, celle d'Auguste Perret. Vous allez nous en parler. Grégoire Bouillier, on vous connaît aussi. On vous connaît pour des livres qui sont des montagnes à gravir. Je dis ça évidemment ici. Ce sont des montagnes à gravir. Il y a d'abord eu Rapport sur moi. Et puis ensuite, qui était une colline. Une petite montagne. Un monticule. Voilà. Et qui nous a été vraiment frappant dans le paysage littéraire français, ressemblait à peu de choses qu'on connaissait. Et puis est arrivé le dossier M. Alors là, on peut dire quand même qu'on est plus proche de l'Annapurna que de la Collinette. Moi, j'en parlerai pas comme ça du tout, mais donc. On peut parler, pardon. Bien sûr. On peut parler de la question du format, qui est une question épaisse. Oui, si vous voulez. Bien sûr, avec grand plaisir. Voilà. Bon, ok, je vais faire deux phrases. Alors, en fait, qui a dit qu'un roman d'amour, un essai sur Stendhal, un roman policier, peu importe, devait faire en gros 200-250 pages? Qui a dit ça? Moi, je voudrais savoir, parce qu'il n'y a aucune raison que tous les livres soient à peu près le même format. Eh ben, ce sont des contraintes qui n'appartiennent pas aux écrivains, en fait. Ce sont des contraintes qui appartiennent aux libraires, aux journalistes, aux lecteurs aussi. Enfin, moi, le nombre de fois où on m'a dit non, mais vraiment 900 pages, pas pour moi, quoi. Trop lourd, trop long, pas assez de temps. Et en fait, la question de la littérature, c'est pas... je sens déjà que je me noie. Mais c'est pas grave. La question de la littérature, c'est pas une question de format, c'est une question de temps. Est-ce qu'on a le temps? Je disais aux gens, non, mais il est pas trop gros, mon livre. C'est quoi cette grossophobie littéraire, d'ailleurs? C'est c'est que vous n'avez pas le temps. Et je comprends que vous n'ayez pas le temps, mais confondons. Bref, je me tais. Mais c'était alors loin de moi l'idée de dire que c'était trop long, mais l'idée de dire que ce soit ensuite Le cœur ne cède pas, qui est un livre absolument fascinant sur la manière dont vous tournez autour d'une femme, une anonyme morte à Paris dans le 18e, dont on ne sait rien ou presque, et vous allez ensuite tourner autour de ça. Et c'est cette manière sans cesse, et c'est pour ça que je pense que vous êtes très liés pour ça,
d'interroger, de sans cesse revenir, de sans cesse remettre en cause la phrase que vous venez même d'écrire. Et ça, c'est vraiment cette pensée en mouvement qu'on sent dans chacune de vos langues et que vous poursuivez là, qui est assez fascinante. Le syndrome de l'orangerie. Là, vous nous surprenez, Claude Monet. On ne vous attendait pas du tout comme ça sur ce qui s'apparente, mais qui ne l'est évidemment pas, à une biographie romancée d'un peintre, surtout Claude Monet, un romantique. On ne vous voyait pas comme ça chez les impressionnistes. Et puis, tout commence par le syndrome de l'orangerie. Vous avez une angoisse face aux nymphéas, à l'orangerie, donc dans les Tuileries. Et de cette angoisse, vous allez développer toute une enquête, une nouvelle fois, sur Claude Monet, pourquoi il a écrit ces nymphéas, qu'est-ce qui se cache derrière ces nymphéas, est-ce que c'est simplement cette pure beauté ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus sombre derrière tout cela? Alors peut-être une simple question à vous deux pour commencer. Voilà, pourquoi avez-vous eu envie, Maëlys, de revêtir les habits de l'enquêtrice cette fois? D'abord, je voudrais juste commencer par dire quelque chose à Grégoire, parce que en fait, j'avais la possibilité, comme présidente du livre sur les quais, de faire signe à un auteur. Et donc, j'ai souhaité que ce soit Grégoire Bouillet qui vienne partager avec moi cette carte blanche. Et il se trouvait que je l'ai fait sur la base des livres précédent, en fait, en me disant mais ah oui, il aura un livre à la rentrée, mais alors ça serait pas mal et tout, sans l'avoir lu. Ah mais non, non, parce qu'en fait, mais parce que il y a une question de calendrier et en fait il fallait déterminer l'invitation, je pense en février, mars, je sais pas si Adélaïdea, et moi j'ai eu le fichier peut-être en avril, un truc comme ça. Donc c'était avant, et il y a eu effectivement je souhaitais rencontrer Grégoire pour des questions purement langagières, littéraires, etc., sans m'attendre aussi au fait qu'il y ait tant de points de contact entre nos livres, qui semblent évidemment très séparés, très différents, mais de fait, il y a des points de contact. Claude Monet en est un, puisque j'ai vécu rue Claude Monet au Havre, donc ça c'est déjà un truc important. Claude Monet a créé... le grand tableau qui a donné son nom au mouvement impressionniste, Impression Soleil Levant, est peint sur l'estuaire du Havre, vraiment en face de chez moi. Et pour des tas d'autres raisons, dont l'une, on va en parler, c'est aussi, je pense, l'idée de, à la fois cette question de l'enquête que vous posez, qui est pour le coup, c'est vrai, la première fois que moi je me livre à une forme d'enquête dans un roman. Mais aussi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le livre de Grégoire, et je ne sais pas si c'est intéressant qu'on en parle, mais je peux ouvrir cette piste, c'est l'idée que ce sont des livres qui sont dans des genres romans, autofiction, fiction, autobiographie avec des poches autobiographiques, etc. Mais qui, je dirais, c'est l'autofiction à travers un tiers objet. Ce qui m'a fasciné dans le livre de Grégoire, c'est qu'il s'autofictionne à travers la figure de Claude Monet, de la manière dont moi j'ai l'impression de m'autofictionner à travers le motif du Havre. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas, on ne saura rien sur Grégoire Bouillet, en fait, himself, on pourrait dire, en lisant Le syndrome de l'orangerie, mais ça reste un livre d'autofiction qui passe par un tiers lieu, un tiers objet, c'est Nymphéa, de la même manière que moi, je passe par un autre lieu, cette ville, qui ne sont pas ces panneaux, mais qui sont cette ville, et que voilà, il y a une façon de m'autofictionner, c'est-à-dire qu'on saura rien de moi, Maëlys, et en même temps beaucoup à travers cette façon de parler de soi à travers autre chose. Et ça, par exemple, je trouve que c'est quelque chose d'assez fort, et c'est vrai que ça se tisse dans le motif de l'enquête, qui pour moi est d'ailleurs assez jubilatoire au début, parce qu'en fait, ça me plaisait beaucoup qu'il y ait immédiatement le coup de fil qui fasse effraction dans la vie de la narratrice, qui scinde la journée en deux, parce que c'est quelque chose d'apprendre qu'on doit se rendre quelque part parce qu'on est concerné par la mort d'un cadavre, et une scène avec un policier, une scène de commissariat, et puis en fait, cette pression, j'allais dire policière, elle baisse pour faire monter, j'espère, autre chose qui est de délester le texte de sa nature policière, y compris sur le plan des traces et des indices, des fameux signes particuliers, pour marcher vers ce que j'appellerais plutôt
la reconnaissance plus que l'identification, en fait. Et voilà, et je trouve que voilà, il y a ça dans le livre de Grégoire, et en fait, ça a été une surprise formidable pour moi de lire Le syndrome de l'orangerie, parce que je me disais, en fait, cet auteur qui me semble aussi assez éloigné de moi, et duquel parfois je me dis j'ai beaucoup à apprendre, en fait, au sens, non, mais à chercher aussi de sa liberté, de sa, voilà, de cette liberté si extraordinaire que je sens dans son travail. Voilà, je me disais aussi qu'on avait beaucoup de choses, on pouvait marcher ensemble pendant 1 heure avec vous, Oriane, devant des lecteurs, parce qu'on avait des choses à partager qui étaient réelles, en fait. Wow. Alors moi j'ai même surprise. D'abord, je suis très honoré que tu m'aies vraiment, je peux le dire simplement comme ça parce que c'est vrai. Et je n'avais pas lu ton livre quand j'ai eu l'invitation, et j'ai été. Je vais parler de mes éblouissements sur ta langue, sur ta phrase. Moi, je voudrais qu'on parle de ta phrase parce que. Alors, vous avez raison, Oriane. Mon livre, le sujet, apparemment, c'est Monet, apparemment, c'est Le Havre. Voilà. Mais évidemment, le sujet d'un livre, c'est jamais le sujet. C'est comme les rêves. Il y a un contenu explicite. Voilà. Je sais pas. J'étais dans les égouts, j'étais poursuivi, une connerie comme ça. Mais le véritable contenu, il est latent. Et moi, c'est ça qui me touche infiniment, c'est que le contenu, au-delà du Havre, au-delà de l'enquête, au-delà de tous ces mots que l'on met, qui permettent de parler des livres. On va juste oublier que ce qui fait tenir le livre de Maëlys, c'est sa phrase. Et ce qu'elle met dans sa phrase, c'est absolument vertigineux. Et moi, en tant qu'écrivain, parce que il se trouve que je suis moins naïf depuis que j'écris. C'est-à-dire, je ne sais pas si toi tu sais la même chose, mais maintenant j'ai une très mauvaise façon de lire. C'est-à-dire que quand je lis un bouquin, je suis écrivain et je me dis non, là, camarade, tu peux pas écrire ça comme ça, c'est pas possible. Enfin, il y a des trucs qui m'exaspèrent. Alors qu'en tant que lecteur, avant que j'écrive, j'aurais tout gobé, j'aurais tout pris, et j'aurais été ébloui parce que c'est génial quand même, les livres, la littérature. Et là maintenant, et moi, dans le même sens, ça m'enrichit, ta phrase m'a enrichi en tant qu'écrivain. Et tout à l'heure, tu vas lire un passage parce que je voudrais faire une petite démonstration de ce qui se passe dans la phrase de Maëlys. Voilà, si on parle littérature, on parle de ça. On ne parle pas d'autre chose. On peut parler de Monet, du Havre. Là où c'était très rigolo, c'était de me rendre compte que dans le livre de Maëlys, il est quasiment le négatif du mien, ou c'est moi qui suis le négatif. C'est-à-dire qu'elle part d'un mort, un cadavre retrouvé sur une plage, pour aller vers un paysage. Le Havre, ses souvenirs, une histoire d'amour, j'en dis pas plus. Et moi, je fais exactement le chemin inverse. Je pars d'un paysage, les nymphéas, et pour arriver à un mort, voire plusieurs. Et donc c'était drôle, comme il y avait des synergies comme ça qui se passaient. Je me disais, putain, et donc les livres se répondaient. Enfin, je trouvais qu'à plein d'endroits, moi, il y a un truc que j'adore parce que c'est de l'ordre de l'écriture de l'écrivain. C'est le moment où la narratrice. Alors, un mot là-dessus aussi. Évidemment, on ne parle pas de nous, on part de nous. C'est le grand malentendu. C'est-à-dire, les écrivains parlent d'eux. Non, moi, le grand malentendu sur tous mes livres, c'est que tout le monde a toujours cru que je parlais de moi, et moi, je suis là à dire non, je pars de moi, parce qu'il faut un point pour parler du réel. Et pour moi, tu parles du réel, tu parles de l'histoire du Havre, et puis des sentiments de la narratrice. Je ne sais pas si ce sont les tiens, ça m'indiffère, parce que tout est vrai dans le livre. De toute façon, ça tient dans le livre, donc c'est vrai. Mais voilà, il y a quand même une écriture du réel, et il faut bien partir d'un point, et le seul point, aussi vacillant soit-il, c'est nous, c'est toi, c'est moi, voilà, moi je pars d'un point fixe et j'ai besoin de ça pour pouvoir en parler, bref. Et je voulais dire un autre truc et puis j'ai oublié, mais ça me reviendra. À toi, Oriane. Mais oui, tant de choses ont été dites, oui. Peut-être ça, justement, on part de nous. C'est la 2e fois que vous écrivez explicitement sur le Havre, mais vous m'avez dit hier soir que vous avez peut-être toujours écrit sur le Havre. Alors, 2 questions. D'abord, donc, ce lieu, comment vous hante-t-il, ce lieu où vous avez grandi? Et quel est le Havre qui vous hante le plus? Celui de votre enfance, reconstruit d'Auguste Perret, ou celui de cette histoire tragique que vous nous faites entendre dans ce livre? Oui, j'ai eu même à un moment le sentiment que j'écrivais pour revenir au Havre, enfin, pour faire un signe au Havre, comme on essaye d'attraper cette chose qui s'appelle le passé et qui n'est jamais passé, en fait, hein, qui évolue sans cesse et qui demeure vivante.
cette ville, elle m'intéresse beaucoup parce que j'ai toujours senti, assez tôt, d'ailleurs quand j'étais enfant, qu'elle me posait cette question du passé. D'abord, Le Havre, pour ceux qui l'ignorent, c'est une ville qui a donc été détruite à 90, certains disent 95% pendant les 5 et 6 septembre 1944, donc elle a été détruite par les Alliés, elle a été reconstruite durant une dizaine d'années par Auguste Perret. Donc, si vous voulez, quand on arrive au Havre, on se trouve dans un ensemble architectural extrêmement homogène. On est vraiment sur une couche, une seule strate de temps et d'architecture. Le passé, c'est-à-dire le passé, la ville d'avant, elle a disparu. Elle n'est plus présente que pour des yeux exercés, presque des yeux d'enquêteurs, dans un pan de mur, un bout de cathédrale, peut-être un vieil immeuble qui est resté debout, etc. Mais sinon, si vous voulez, on est dans une couche qui est extrêmement homogène et qui d'ailleurs, et ça me fait penser au livre que j'ai écrit avant, parce que j'ai fait le lien en fait entre Un monde à portée de main et Un jour de ressac. Dans Un monde à portée de main, l'héroïne peint des décors en fait. Et en fait, Le Havre, c'est un décor. Ça fonctionne presque comme un décor de fiction, puisqu'en fait, on est dans une architecture totalement homogène où le passé a disparu et il est spectral. Enfin, c'est vraiment la question d'un passé fantôme. Il y avait une ville avant, une ville florissante, une ville insalubre, une ville commerciale, une ville qui avait déjà toute une histoire déjà assez récente par ailleurs, parce que Le Havre a toujours un côté récent. Et puis tout d'un coup, cette ville a disparu et une autre a été rebâtie. Et il y a quelque chose qui flotte. Et je pense que enfant, c'était quelque chose on le savait très vite, les enfants du Havre savent très bien, qu'ils vivent dans un décor assez bizarre, assez étrange. L'homogénéité d'ailleurs est étrange. Ça serait peut-être comme vivre... j'ai pas d'exemple vraiment, parce que en fait, ce centre-ville est quand même très étendu. Ça serait peut-être comme vivre dans une ville nouvelle, en fait, je me disais. Et puis, donc cette question du passé, elle est interrogée à la fin du livre, où la narratrice se souvient qu'enfant, elle a l'impression d'attraper le passé quand elle arrive à Rouen. Elle a 7-8 ans, et elle se trouve en face des maisons à pans de bois, des cathédrales, et tout d'un coup, le monde bascule, c'est une autre appréhension du temps. Donc je pense que pour cette raison-là, le Havre m'intéresse aussi parce que voilà, il y avait cette autre ville, il y a une ville qui a été reconstruite. Qu'est-ce qui se passe dans ces lieux-là ? Qu'est-ce qui s'y trafique ? Il y a aussi évidemment le double horizon fluvial et maritime, la question du port. C'est une ville qui m'a, dès l'instant où j'ai commencé à écrire, parce que quand j'y vivais, elle ne m'intéressait pas tant, en fait. Mais quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai que je l'ai comme instituée comme mon territoire littéraire. C'est-à-dire qu'elle est redevenue une sorte de hometown. Et voilà, avec cette idée que chez soi, c'est l'endroit d'où l'on part. Et donc, moi, j'étais partie de cette ville. Et elle reste un pôle de fascination qui traverse à peu près tous mes livres et où j'ai déjà situé 2 autres fictions, Dans les rapides et Réparer les vivants. Et puis là, vraiment, je souhaitais de faire un livre sur cette ville aussi pour pouvoir m'y situer, surtout avec un livre à la première personne. Donc, pour la première fois, un livre que j'écrivais à la première personne. Pourquoi à la première personne qui s'est passé ? Parce que c'est toujours intéressant de voir entre les précédents, les livres chorales que tu as pu écrire, et d'un seul coup, cette décision. Alors, c'est une décision qui a été en fait assez progressive, parce qu'auparavant, j'avais écrit un livre de nouvelles qui s'appelait Canoë, où déjà il y avait des textes à la première personne, il y avait 8 textes de femmes, et puis une pièce plus aussi, une poche plus autobiographique au centre du livre. Et en fait, je me rendais compte que ça me permettait d'être présente autrement. Je crois que les fictions précédentes, qui étaient des livres avec beaucoup d'exploration documentaire et donc lexicale, langagière, des explorations de gestes, un regard aussi vers des formes des mondes techniques aussi, des mondes sociaux, des mondes
mondes professionnels qui me fascinaient. J'étais un peu planquée là-dedans, en fait, c'était assez confortable aussi. J'avais l'impression d'être assez dissimulée, de parler avec ou d'être présente à travers cette espèce de machinerie romanesque que j'aime et qui demeure pour moi une matière extrêmement sensible. C'était pas du tout quelque chose, je veux dire, un artifice. Mais pour moi, je pensais que c'était quelque chose qui restait un geste compliqué de dire je, et là aussi de dire je, parce que mon premier roman est écrit, c'est un jeu masculin. Mais c'est un roman que j'ai écrit en 2000, et puis c'est un livre assez différent. Et en fait, là, c'est aussi le jeu d'une femme qui pourrait, avec lequel moi je joue aussi en tant que Maëlys. C'est-à-dire là pour le coup, ce que je montre, et j'ai trouvé que c'était un espèce d'envol, une espèce de prise de liberté. J'ai trouvé que cette façon d'être présente, elle me captive, elle m'aimantait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose de nouveau à faire en fait. Mais c'est drôle parce que sur ton langage technique revient au moment de l'autopsie, et en fait la langue, moi j'ai éprouvé un sentiment, ça sonne moins bien. Tu vois, il y a un côté comme un espèce de recul. Oui, ouais. Voilà, c'est comme une sorte d'extériorité d'un seul coup au récit, où tu dis c'est réparer les vivants, on retrouve tout ça, donc ça y est. Et j'ai trouvé ça très bien que ça y soit aussi dans l'écart du coup que ça produit avec le reste de la tonalité générale du livre. Non, mais c'est toute une question, la question de comment est-ce qu'on apparaît dans ces livres. Et c'est quand même, pour moi, c'est vraiment la longue question. Qu'est-ce que je peux aussi faire apparaître, avec la façon dont je suis aussi, avec la personne, mon tempérament, on va dire. Et là, c'est vrai que... Ça, ce serait la vraie bonne question, c'est qui écrit ? Oui, c'est ça. C'est pas Maëlys de Kerangal, c'est pas Grégoire Bouillet, c'est qui ? Non, et d'ailleurs... Moi, j'ai fini par trouver pour moi, si ça c'est t'intéresse. vrai, tu me diras. Non, je trouve aussi que cette je peux question... le dire publiquement même. C'est marrant, je suis passée par la question de la voix aussi pour penser ça. Et parce qu'en fait, dans Canoë, donc c'était un livre de nouvelles sur la voix humaine, c'est des textes qui avaient été tous écrits dans le même temps. Je le précise parce que c'est des textes qui sont écrits les uns par rapport aux autres, où vraiment j'explore cette question de la voix humaine. Et en fait, ce jeu narratif, pour moi, c'est la question de la voix humaine, en fait. Et c'est quoi cette voix ? Je marche dans les rues, c'est qui parle, et c'est quoi cette voix ? C'est assez abyssal et c'est assez vertigineux, au sens où, quand on lit, et ça tout le monde peut se le dire, quand on lit... par exemple, moi, quand je lis Le syndrome de l'orangerie, je te connais pas, je t'ai jamais entendu parler à ce moment-là, donc c'est évidemment pas ta voix que j'entends, c'est pas du tout la mienne non plus, c'est une autre voix qui est celle du livre en fait. C'est une autre voix qui est celle du livre. Alors c'est quoi cette voix ? Elle est faite de quoi ? Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend vraiment ? Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et en fait, je pense que je cherchais cette tiers-voix, en fait, qu'on entend en me disant qu'auparavant, dans ces romans, encore une fois, que je pense être des romans vraiment comme des pellicules très sensibles, mais qui mettent en place beaucoup de choses aussi. Beaucoup de personnages, il y avait du beaucoup un peu dans mes livres. On fait beaucoup, on accomplit des choses, il y a beaucoup d'actions. En fait, dans ces textes, ma voix, je me disais, mais bien sûr que je suis là. Il y a la phrase ça dit tout, la ponctuation ça dit tout, mais c'est pas complètement ça. C'est pas complètement ça. Non, voilà. il faut insuffler la voix dans l'écrit. C'est pour ça que c'est pas de c'est l'oralité ça non plus, c'est de l'écrit. C'est de tout le boulot, c'est que la voix, qui est une voix intérieure. C'est-à-dire, moi, j'ai très envie de t'entendre lire un passage que j'ai pris parce que j'ai envie de voir. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai éprouvé, c'est-à-dire cette voix intérieure qui peut être infinie, qui s'anime elle-même, voilà. Et quand je le lisais, moi j'avais pas le souffle, d'une certaine façon. Donc parce que ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le choc que l'on a quand on lit la voix du livre
Et comment elle arrive à se matérialiser? Il n'y a que toi. Enfin, je me suis dit, je vais le lire, mais non, je vais mal le lire, moi. Donc c'est plutôt... Et c'est vraiment, c'est une vraie question, ça. Qui parle dans un livre Et d'ailleurs, toute la question de faire rentrer des récits. Parce que moi, j'ai écrit un livre qui est tissé de récits, en fait. C'est des récits qui s'enchaînent. Le récit d'une femme qui a assisté au bombardement, le récit d'un terrassier sur une plage, le récit d'Ukrainienne en fuite. On est toujours dans des récits qui tissent un peu cette espèce de journée. Et en fait, voilà, comment est-ce qu'on fait entendre... comment est-ce qu'on arrive à écrire ces temps de récits qui ne sont pas de l'oralité, évidemment. C'est ce que tu viens de dire. C'est Woolf, voilà, c'est Mrs. Dalloway. C'est plus que la promenade au phare. Moi, je trouve que on est beaucoup plus proche de Mrs. Dalloway avec son amour ancien et tout ça, qui est un livre. Alors justement, si on vous entendait lire, comme le suggérait Grégoire... Excusez-nous, Oriane, vous avez un peu oublié. Mais j'espère que vous m'oublierez. Non, je suis très contente. Non, mais c'est dire la richesse de votre discussion qui s'enclenche, et c'est très bien. Est-ce que vous voulez replacer un peu peut-être le passage ou... Non, s'en fiche. Non, mais la phrase, il faut voir d'où part la phrase et où elle arrive. C'est ça qu'il faut, alors, faut entendre. On commence le début. Alors. Ouais. La route du Cap est droite, elle est sonore, les carrosseries des bagnoles étincellent, les ombres sont franches, les aplats de lumière éblouissants et les stores baissés aux fenêtres des pavillons. Le monde autour de moi ressemble à une peinture américaine, à un décor de film. C'est un samedi de début des années 90, juin. La ville est ensuquée dans mon dos. La Manche méditerranéenne, azurée, iridescente. Mon père est quelque part sur l'un des bateaux qui transitent dans le chenal. Il se méfie certainement de cette mer d'huile, louche elle aussi à force d'être sage et jolie. Il rentrera dans la soirée, sera crevé et montera dormir. Une voiture reviendra le chercher plus tard dans la nuit. La VHF crachottera le langage codé qui annonce un départ imminent. Et ma mère aura fini son livre. Mentir a été facile, mais la route du Cap est étroite. C'est une passe, un détroit, un chenal risqué. Et au bout, il y a le Ponant. Je l'aperçois assis sur les marches. Je suis soulagée d'avoir choisi de porter ce jean coquelicot et ce t-shirt blanc. La vague augmente sa vitesse. Elle est speed et légère. Craven m'embrasse sur la bouche. Ses mains sur mon visage sentent le white spirit et le mazout dilué à l'essence qui sertit les pores de sa peau. Il me demande à brûle-pourpoint si je sais garder un secret. À cet instant, un type de 4e année apparaît. Il porte un pull abricot noué sur les épaules, des chaussures pointues. Un foulard est rentré dans le col de sa chemise en Oxford. Cette ville, c'est le trou du cul du monde, déclare-t-il. Je me tire à Deauville. Je réponds que j'aime mieux le trou du cul du monde. Craven rigole. La vague est haute. Elle me décolle du sol. Il me prend par la main et nous entrons au Ponant. Nous partons dans les étages. Nous sommes dans sa chambre. Son coturne est absent pour le week-end. La pièce est à nous. Elle est vaste. C'est fou comme elle est lumineuse. Une clarté aveuglante. Et bientôt, nous sommes pieds nus. Bravo, merci. Je peux faire 2 mots. Je peux faire 2 mots là-dessus. Ce qu'il faut, moi, ce qui me fascine, c'est là où moi, la littérature m'intéresse, quoi. Rien d'autre ne m'intéresse que ça. Et on part de la route du Cap, et on arrive dans la chambre et au baiser, et on est passé par. Alors, il y a des couleurs, le pantalon coquelicot, et puis le t-shirt abricot, et puis il y a les odeurs de fuel, de white spirit, et puis on est avec le père, qui apparaît d'un seul coup, et puis la mère aussi, et puis ils s'en vont, et c'est comme des apparitions en permanence, et la vague, elle est là, quoi. Et on avance, et on avance, et on avance, et ça s'arrête pas. Et à quel moment tu arrêtes? C'est ça qui me... À un moment donné, il faut que tu décides d'arrêter aussi. Est-ce que c'est juste une espèce d'exhalaison mais le voyage qu'on fait, voilà, c'est juste, voilà, on est au cœur de la littérature, c'est-à-dire que c'est la phrase qui tient le livre, qui tient l'histoire, parce que on a dans chaque phrase, et je dis bien dans chaque phrase, c'est cette façon de rythmer, puis c'est comme l'étoile de Pollock, quoi. Tu sais, quand il fait des, voilà, c'est le mouvement de la main, il passe par là, et puis par là, et tout ça, et tout rentre, voilà. Et l'autre chose, parce que j'allais l'oublier. Pour moi, ta phrase reconstruit le Havre. Il n'est pas reconstruit ailleurs, il n'est pas reconstruit par l'architecte Perret, il n'est pas reconstruit même dans tes souvenirs. C'est la phrase qui reconstruit la ville.
avec tes souvenirs. À toi. Hein En effet, on va vous écouter aussi. On part de moi, on va vers Maëlys, c'est cool. Non, mais c'est intéressant, évidemment, que vous fassiez appel à des peintres, que vous parliez de Pollock pour parler de la phrase de Maëlys. Évidemment, on pense à la phrase de Maëlys, à son art de peintre, mais on pense aussi à votre fascination pour la peinture qui s'exprime dans ce livre. Est-ce que le livre est parti de ça ? Est-ce que vraiment vous voyez aussi une sorte de rapprochement entre peinture et littérature, et que c'est quelque chose qui vous poursuit ? Non, mais surtout, il parlait pas. En fait, il se trouve qu'avant d'écrire, moi, je faisais de la peinture. J'ai fait 10 ans de peinture. J'étais mauvais. Bon, ça arrive. Mais et puis, il me manquait les mots. C'est-à-dire que voilà, il me manquait les mots. Donc, j'ai arrêté de faire de la peinture. Et puis, pour plein de raisons, je me suis mis à écrire. Et en fait, moi, ce sont moi, peut-être que je dis ça de ton écriture parce que moi, j'ai tendance à penser que quand j'écris, je suis aussi dans cette gestuelle-là, dans une gestuelle de vision et de mouvement et d'entrelacs et de trucs, et tout en essayant de garder du sens et de faire émerger du sens. C'est-à-dire que la difficulté, c'est pas de poser des mots. Moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est parce que je pense que c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que mon bouquin aussi tente de dire, c'est à quel moment on arrive à mettre des mots à soi. Monet, l'impressionnisme, chef-d'œuvre, Nymphéa, tout ça, n'importe qui allant voir un tableau, il regarde le cartel, je le dis, et puis voilà, il a le nom du peintre, il a la date, il a le titre de l'œuvre, et sachant cela, il a l'impression de voir, il passe du savoir au voir. Et en fait, non, on voit rien. On a juste des mots pour voir qui nous permettent de voir, et on se tient quitte de ça. Et donc le projet du livre, j'aime pas ce mot projet, c'est nul, mais bon, c'est pas grave. C'était si on supprime tous les mots usuels, convenus, gnangnan, Monet, impressionniste, chef-d'œuvre, et si l'expérience que moi j'ai de ce tableau, j'arrive à mettre des mots à moi, je pense que j'aurais réussi. Et il y a un passage comme ça dans ton livre, c'est cette mère qui mériterait d'avoir d'autres mots, d'autres couleurs, etc. Il y a vraiment, je pourrais le retrouver, là où tu parles de l'idée même de trouver des mots qui diraient vraiment la chose et le sentiment qu'on a de cette chose-là. Et voilà, donc j'ai mis d'autres mots, donc j'ai mis les nymphéas, c'est morbide, délétère, il y a un mort, il y a un cadavre, voilà, donc je suis parti, voilà. Donc c'est plus sur l'image. Et je continue. Moi, en lisant ton livre, j'ai pensé à un travail que j'avais fait dans un précédent bouquin sur le Gréco, la vue de Tolède du Gréco, qui est une toile que moi j'aime, j'adore le Gréco. Je sais pas, il y a quelque chose qui me touche dans cette façon étirée. J'y vois déjà du Pollock. Voilà. Et en fait, c'est l'un des derniers tableaux du Gréco, c'est la vue de Tolède. Et en fait, au début, c'était une commande, il a peint une crucifixion. Donc il y a Jésus en croix, et puis il y a les donateurs représentés sous la forme des apôtres. Et là, il devient fou. Il y a quelque chose qui se passe chez Gréco. Il efface les donateurs et les apôtres. Et puis il continue avec son chiffon, il efface le Christ et la croix. Et dans l'arrière-plan de son tableau, il y avait les contreforts de Tolède. Et là, par-dessus... Alors, il faut imaginer le blasphème quand même, d'effacer, on est au XVIe siècle, il efface Jésus, toute la représentation spirituelle du monde, ce pourquoi la peinture existe d'une certaine façon, et il déroule tous les contreforts de Tolède, et il peint la vue de Tolède, et avec à côté un plan. Et moi j'ai pensé au Havre, je me suis dit, en fait, il s'agit de ça, il y a un mort, et le mort va permettre aussi de perdre, et c'est le premier paysage de la peinture chrétienne. C'est le tout premier paysage. Voilà. Et donc ce rapport au paysage, ça cache des morts. Et moi, les nymphéas, ça cachait un mort. Et l'enquête a montré que, ô combien, il y a des morts. Est-ce qu'il n'y a pas une autre secret de fraternité entre vous et Monet ? C'est cette répétition que vous interrogez toujours, un nymphéa, un deuxième nymphéa, un troisième nymphéa, et justement ça va vous mettre sur le chemin de ces morts, que ce soit de 14-18 et puis d'autres que vous révélez au fil du livre. Est-ce qu'il n'y a pas là une secrète fraternité ? Vous aussi, inlassablement, vous revenez sur le motif et vous déplacez le motif.
Et Maëlys, on peut dire qu'à votre manière, vous faites un peu le même mouvement aussi. Non ? Oui. J'ai réussi à vous faire taire. Oui. Non, C'est un exploit. non, je pense que on a le sentiment, cette espèce de structure du ressac, c'est-à-dire ce qui décape, ravive, occulte, recouvre, révèle. Il est au cœur du syndrome de l'orangerie. C'est-à-dire que... mais je voudrais revenir, parce que pour le mettre au cœur de ce texte, il y a cette idée, d'ailleurs je crois que Grégoire l'écrit, il faudrait retrouver la phrase exacte, mais c'est l'idée que... le peintre rend visible. Vous voyez, c'est l'idée que... C'est Paul Klee qui dit ça. La peinture ne cherche pas à représenter le visible, mais à rendre visible. À rendre visible. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que plus on avance dans le livre, avec ce rapport à l'obsession que vous avez souligné au début de la conversation, c'est-à-dire quelque chose qui revient et qui se déplace. C'est-à-dire que ça n'est jamais, évidemment, le retour du même. Dans le syndrome de l'orangerie, il y a justement l'entreprise visuelle, elle est même au cœur des opérations de l'enquête, c'est-à-dire je dézoome, je zoome, et si on c'est-à-dire qu'il y a cette idée que il y a une optique qui est déployée. L'optique, elle est dans la phrase, elle est dans les séquences, et elle est évidemment dans cette façon de faire tourner, cette enquête où tout revient, mais autrement. Et c'est en ce sens-là que plus le livre avance, plus on a le sentiment que les nymphéas sont évidemment rendus visibles et non pas décrits, et non pas expliqués, et non pas commentés, mais juste qui sont rendus visibles. Ça c'est assez impressionnant. Mais plus que la peinture, moi je pense que quand j'écris, il y a quelque chose qui est évidemment de l'ordre de la musique, et pas de n'importe quelle musique. C'est-à-dire que c'était pas du tout le cas dans mes premiers livres. Donc, voilà. Mais avec le deuxième, j'ai découvert d'abord ma propre liberté à l'intérieur du texte, ce qui était donc ma littérature, j'ai envie de dire, et elle est totalement liée au free jazz. Voilà. C'est-à-dire à la musique vivante improvisée. Et c'est pas du tout le free jazz, c'est des musiciens se mettent d'accord sur un thème, 3 notes et tout ça, et puis ils partent. Et ils partent à l'aventure. Ils savent pas. Alors le morceau peut faire 3 minutes, il peut faire 25 minutes. Évidemment, je préfère les morceaux qui font 25 minutes parce qu'ils voyagent. Et en fait, improviser, c'est être dans la présence absolue de ce que l'on joue, dans le temps où on le joue, dans le moment où on le joue. Quand vous jouez de la musique écrite, vous jouez la partition. Vous ne l'inventez pas, la musique. Vous la jouez, l'interprétez. Il y a des très bonnes musiques écrites. Mais à partir du moment où vous jouez, et moi, à ce moment-là, donc je fais extrêmement attentif à ce que j'écris. Je suis dans l'attention et puis si jamais il y a un marteau-piqueur qui passe par la fenêtre, je l'intègre parce qu'il fait d'un seul coup partie de ma phrase. La phrase va tout prendre en compte. Et elle va avancer comme ça, une note après l'autre, un mot en suggérant un autre, une phrase, une idée. Et moi, je ne me prive pas de le faire. C'est-à-dire que... Et alors après, je me retrouve avec des bouquins qui font 900 pages. Ok, ça c'est chiant. Mais le bonheur que moi j'ai de faire un mot, et en appelle un autre, et puis une idée, et il y a ça aussi, et puis je vais aller là, et tout ça. Alors, ça c'est aussi ce que Baudelaire appelle vraiment le travail d'imagination. C'est-à-dire, en fait, le fait de faire ces pas, comme quand on est sur un canevas de couture, et on dessine, par exemple, un oiseau en piquant un fil d'un point à l'autre, et à la fin, il y a le profil de l'oiseau. C'est-à-dire que le livre fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire par association d'idées, beaucoup, par coïncidence, par accollement sensoriel. C'est un univers, c'est des atomes, et c'est l'univers qui est en expansion. Absolument. Voilà. Et il y a d'ailleurs ce sentiment d'expansion, mais je trouve que dans les associations d'idées, ça produit des échappées aussi absolument déconcertantes. Moi, je me serais jamais pensé, on peut le dire, parce que c'est au milieu du livre, mais à un moment donné, on est à la fois dans un train qui
conduit le narrateur à Giverny, et dans le train qui lui permet de visiter le camp d'Auschwitz. Donc, et le retour, alors là pour le coup, l'entrelacement, l'enchevêtrement finalement de ce train un peu pour voilà, de train de touristique, on entend cette musique. D'ailleurs, il y a un développement de Johnny Goes Marching Home. Oui, c'est ça, une musique martiale américaine. Le petit fifre, etc. Et puis ce train qui conduit à Auschwitz. Et là, le livre totalement inattendu. On était auparavant, on suivait aussi cette enquête qui progresse autour des nymphéas, les obsessions de l'auteur, cette espèce d'enroulement, la façon de relancer aussi toujours qui est toujours quelque chose d'autre. Parce que c'est aussi ça. Je disais, Grégoire Bouillet a beaucoup de choses dans la tête, c'est notre chance. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'autre. Il y a toujours quelque chose. C'est aussi un livre sur l'inépuisable, et l'inépuisable de l'œuvre, l'inépuisable de la littérature, etc. Donc en fait, mais à un moment, on traverse quand même ce temps de la Shoah et ce lieu de la Shoah. Et tout d'un coup, c'est voilà. Qui n'a a priori rien à faire. Ah non, certes, avec, certes. Voilà, non, ça n'a. Oui, non, et pourtant, ça a à voir. Et pourtant, non seulement ça converge, il y a une espèce de convergence, mais aussi ça marche ensemble un temps sur peut-être, je sais pas, une 50aine de pages. Ça se tient et ça marche ensemble, et puis ensuite ça part ailleurs. Alors c'est drôle, je sais pas si toi tu as ça aussi, mais de temps en temps on est content. Moi, il m'arrive d'être content d'avoir écrit voilà, sur tous les livres que j'ai. Il y a des moments où je me dis là, j'avais quand même réussi un truc, et notamment dans le dossier M. Et dans le dossier M, à un moment donné, je disais, bon, là, désolé, amis lecteurs, mais j'avais interrompu ma lecture parce que ma mère est morte. Voilà, ça n'avait rien à voir avec l'histoire que je racontais, mais là, c'était le présent de l'écriture, ma mère était morte et tout ça, et c'était un coup de fil de mon père, hurlant au téléphone son désespoir, son chagrin et tout ça, dire ta mère est morte et tout ça. Et au moment où il m'appelle, moi, j'étais en train d'écouter une passionnante émission sur Richard Wagner. Et quand j'ai raconté cette scène, j'ai complètement imbriqué ce que me disait mon père sur comment ma mère était morte, son chagrin, qu'est-ce qu'il allait devenir. Et en même temps, j'avais 30% de mon cerveau qui essayait quand même d'entendre l'émission sur Richard Wagner, parce que c'était super intéressant. Et j'ai tissé ça les deux. Et ce moment où j'arrivais à faire coexister le drame, la mort de ma mère, c'est ma mère, bon, voilà... Et puis la musique de Richard Wagner qui enfle, en plus c'était merveilleux parce qu'il faisait une critique, la musique qui enfle et qui ne se résout jamais, qui n'arrive jamais à se résoudre, qui atteint des points culminants, et mon père, et tout ça. Et les phrases sur un mot, je basculais de la voix de mon père, de la mort de ma mère, à la musique de Richard Wagner. Et là, c'est l'une des rares fois où je me suis dit, waouh, là t'as trouvé un truc quand même, ça marche super bien, quoi. Et il se trouve que, pour des raisons totalement factuel, c'est-à-dire que 3 jours avant d'aller à Giverny, j'étais effectivement à Auschwitz, et que c'était pas possible de voir Giverny en ayant oublié, en étant des lieux. C'est l'intrication. En fait, c'est vraiment le mot de intrication. Voilà. Et d'ailleurs, je parle d'intrication quantique et tout ça. Et ça marchait un petit peu moins bien, sauf une fois, je trouve que ça marche bien, mais moins bien parce que autant les phrases c'était des fusées, enfin les phrases c'était que des fusées, et puis la voix à la radio. Ça pouvait vraiment se mixer de façon extrêmement surprenante et pertinente et géniale. Enfin, ça devenait un moment littéraire. C'est quand même ça l'idée, c'est infuser des affects personnels et en faire de la littérature. Pas juste les infuser et puis dire, bah voilà, j'ai des affects. À un moment donné, ça devient comme le sentiment du deuil chez Monette devient des nymphéas. Voilà, donc c'est ce travail-là de métamorphose, de transfiguration dans l'art. Voilà, et là, ça marchait bien. Et là, ça marchait un peu moins bien parce que évidemment, ça faisait des paragraphes. C'était pas sur un pas. Et ça marche sur la cuisinière, sur la Briffaut. Enfin, moi, j'ai le sentiment, il y a un moment donné, où sur une jambe, d'un seul coup, je bascule de Giverny à Auschwitz, grâce à la cuisinière, qui était un monstre, la cuisinière de Monet. Enfin, voilà. Et là, il y a des moments où on est dans une quête aussi, hein, d'écriture, de réussir des trucs. L'épiphanie, oui. Oui, et voilà. Donc,
Oui, c'est vrai que c'est un passage absolument fascinant, ce moment-là. Maëlys a dit que c'était aussi un passage assez déconcertant pour le lecteur. Tout d'un coup, vous allez à Auschwitz, tout d'un coup. Est-ce que ça, quand vous l'écrivez, Maëlys parlait de votre extraordinaire liberté, et c'est vrai que c'est frappant quand on vous lit. Est-ce que quand vous allez là, sur ce terrain-là, vous dites, là aussi, je sais que je vais déconcerter mon lecteur, je sais que je suis en train d'aller un peu plus loin? Alors, non, je ne pense pas au lecteur, enfin en tous les cas pas un lecteur qui serait éventuellement dans la salle. Par contre, je suis conscient, c'est-à-dire je suis tellement attentif à ce que j'écris que je fais aussi la critique de ce que j'écris. Oui, sur l'emploi, justement, l'impossibilité, la manière dont Auschwitz met en échec le langage, ça commence, on ne va pas à Auschwitz comme on va au supermarché. On ne peut pas dire au petit déjeuner. Il y a un retour aussi sur comment tu le mets en, comment tu vas l'écrire, c'est-à-dire tu te poses cette question et pas c'est pas Primo Levi là. On est dans un autre. Mais moi, je raconte pas la Shoah. Non. Mais je veux dire par là, c'est pas parce que Primo Levi a aussi beaucoup parlé de la manière dont la Shoah avait mis en échec le langage. Oui. Et là, c'est autre chose. Un défi permanent au langage. Et c'est vrai que ce passage, il est intéressant aussi parce qu'on pourrait s'attendre, en fait, à ce qu'il y ait une précaution, c'est-à-dire une phrase qui se mettrait un peu à marcher sur des œufs. Par précaution, attention, là on ne parle pas de n'importe quoi, etc. Et ça revient, c'est un peu sous d'autres formes dans le texte, attention. Et en fait, c'est plutôt un passage de grande activation du texte, c'est-à-dire, je trouve qu'il reprend à ce moment-là de la force, en fait. Mais parce que l'idée même du livre, enfin, c'était quelle expérience visuelle réelle moi, quelqu'un, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, et je le dis à un moment donné, quelqu'un d'autre que moi allant à Auschwitz aurait vu autre chose. Et moi j'ai vu ça, et j'en ai parlé avec des gens qui n'avaient pas fait attention, et des gens qui m'ont dit, c'est vrai, j'avais vu, enfin, avoir mis des toilettes publiques à l'intérieur de Auschwitz, dans le bloc 18, là où ont été incarcérés des centaines de milliers de juifs hongrois, c'est ça l'expérience visuelle, c'est le vertige. Alors, en fait, le choc, c'est, allant à Auschwitz, on a l'impression qu'on va voir la Shoah. On ne voit pas la Shoah. C'est pas ça qu'on voit. De même que... bon, bref. Par contre, ce qu'on voit, c'est des bâtiments. Il y a plein de choses que l'on peut voir réellement. Et par exemple, des toilettes à l'intérieur du camp. Ils ne pouvaient pas faire des algécos à l'extérieur. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir. Et c'était ça, cette expérience visuelle, c'était ça qu'il fallait raconter. C'était pas autre chose. Avec ce mot que moi je plaide beaucoup pour ça, c'est-à-dire vraiment l'attention, quoi. Oui. Faire attention. La littérature de l'attention qui est à la fois l'attention aux vies mêmes, mais aussi qui fait toujours attention. Et là, c'est ce moment où faire attention, c'est pas figer son geste, c'est pas forcément le scrupule au sens vraiment latin du caillou qu'on a dans la chaussure, le scrupulum chez les c'est pas social, c'est pas social non plus, c'est pas du tout. C'est pas le scrupule attention, social. Il faudrait pas dire ça. Il faudrait pas que je choque et tout. Non. C'est autre chose. Et cette attention-là, je trouve qu'elle permet aussi d'écrire des livres qui vont se décorréler de ce qui pourrait être le grand marché standard, en fait, aussi. Oui. Mais donc avant d'aller au petit déjeuner, donc à l'hôtel, voilà, il y a une scène, je retrouve les gens au petit déjeuner, tout ça, et on me dit, tu fais quoi aujourd'hui ? Et je m'entends dire, aujourd'hui je vais à Auschwitz. C'est pas possible. C'est pas possible de dire une phrase comme ça. On le sent au moment même, quand on le dit, on sent que c'est pas possible. Il faudrait d'autres mots. Moi, je les ai pas, les autres mots. Je peux juste dire que ce n'est pas possible. On peut pas parler comme ça, impunément, pas aussi facilement. Et alors, c'était bien ta journée ? Ouais, je suis allé voir un camp de la mort, c'était top et tout ça. Enfin, il y a des gens qui prennent des photos, qui font des selfies et tout ça. Voilà, ma responsabilité, c'est de dire, parce que je le ressens. Si je ne le ressentais pas, je ne le dirais pas. C'est ça, c'est là, l'attention, elle est là. Je ne peux pas dire ça. Voilà. Donc, et ça, il faut que ça soit dans le livre.
Si c'est pas dans le livre, à ce moment-là, je suis dans la représentation des choses. Et moi, je veux pas être dans la représentation des choses. Je veux pas me contenter de dire, la littérature n'est plus possible après Auschwitz ou la poésie. Enfin, non, il faut se coltiner le truc, quoi. Enfin, il faut y aller et puis voir comment on se débrouille. Et puis s'il y a une honnêteté à soi, une honnêteté à son sujet, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il n'y en a pas. Mais tout le monde me dit... Ce qui est assez fascinant... Non, mais il n'y en a pas du tout. Non, mais il n'y en a pas du tout. Je pense qu'il n'y en a pas du tout. Vraiment. Mais en revanche, ce qui est même mieux que ça, c'est comment ça intègre cette enquête sur les nymphéas, comment ça la relance, comment ça l'épaissit, comment ça en fait encore autre chose. Enfin, on peut dire que je vis d'une certaine façon, et la folie et la mort à la folie, et puis Giverny, c'est la vie à la folie. Enfin, voilà, il y a même un truc un peu à la Pierre Bayard, enfin par anticipation, Monet a fleuri toutes les tombes des 1 million de Juifs morts à Auschwitz, quoi. Il les a fleuris, parce que son jardin est un délire. C'est quelque chose. Je sais pas si allez voir Giverny, puis Auschwitz aussi si vous pouvez. Mais c'est le mec est dingue, il est taré, quoi. Enfin, c'est profusion de fleurs. Enfin, voilà. Avant qu'on vous entende lire un autre passage, juste une question, Maëlys, parce que votre discussion me fait penser à un passage de votre livre avec les 2 jeunes Ukrainiennes. Et il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, dans cette légèreté de ces jeunes femmes qui racontent qu'elles ont eu une nuit joyeuse de fête, et puis un jour Kharkiv subit les bombardements, et du jour au lendemain, cette légèreté, cette adolescence tombe dans le tragique des bombardements. Et vous aussi, c'est quasiment au sein de la même phrase que ça a lieu. Oui, alors les Ukrainiennes, elles arrivent... c'est le moment, en fait, où l'écriture du livre... et le monde dans lequel on écrit le livre, finalement, ça percole ensemble. Et c'est vrai que le Havre est quand même je l'imagine beaucoup comme un lieu de grand trafic, et au trafic évidemment des êtres, des marchandises, des histoires. Et c'est vrai que les Ukrainiennes qui débarquent, parce qu'elles vont prendre un ferry avec cette idée qu'on arrive au Havre et il y a la mer, et donc ça continue, c'est ce qui est mis, alors là, une 50aine de pages avant, il n'y a pas de terminus vraiment, on pense que c'est un terminus cette ville, mais en fait comme on arrive, il y a la mer et donc ça continue. Elles arrivent et il y a la mer et elles vont prendre un ferry, elles attendent un visa. La question pour moi à ce moment-là, c'était déjà d'accueillir ces deux filles qui sont d'abord des étendues dans une chambre, elles sont crevées, elles s'intéressent pas du tout au lieu où elles sont, elles sont uniquement sur leur téléphone à attendre leur visa. Et c'était comme leur donner la parole, en fait. À ce moment-là, moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'était d'abord, la femme du bar qui les accueille, qui parle en leur nom, et puis à un moment donné, elles débarquent et elles prennent la parole. Et leur récit, pour moi, pouvait faire affleurer à la fois le fait que j'écrivais ce livre en temps de guerre, mais aussi que cette guerre en Ukraine, comme évidemment le bombardement de Gaza, c'est peut-être un peu cette émission de Wagner à la radio à un autre degré, c'est-à-dire que en fait on ne pouvait pas, c'est très difficile d'écrire ce livre évidemment en écartant tout ça, et surtout le fait que le Havre évidemment avait été aussi donc ce cadavre par terre, défiguré, etc. Et que donc la question des bombardements de Kharkiv qui faisaient fuir ces filles était totalement liée à cette manière, d'une manière assez sinueuse, mais finalement assez logique, avec mon histoire, enfin avec l'histoire le du Havre détruite aussi. Voilà, c'est-à-dire que la destruction de Kharkiv, je ne sais pas si... alors il se trouve en plus que moi j'avais des liens à Kharkiv, des liens amicaux, et donc c'est la première ville qui a été envahie par les Russes,
Et puis il se trouve aussi que j'ai été plusieurs fois dans les territoires occupés en Cisjordanie plutôt, jamais sur la bande de Gaza, mais pas mal en Cisjordanie, et que donc j'avais des contacts, on peut dire, hein, et que ces bombes, en fait, à deux endroits comme ça, finalement, on était pris en étau. On a l'impression d'ailleurs d'être pris en étau entre ces deux guerres. Évidemment que ça a paramétré, enfin ça a lancé quelque chose dans le livre. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça a paramétré un moment de forme d'écoute. C'est-à-dire que pour moi, la question des bombardements, elle est devenue un moment, elle est rentrée au cœur de l'écriture. Et évidemment, c'est ce moment-là où alors les Ukrainiennes prennent la parole dans la foulée de Jacqueline, qui elle-même racontait les bombardements du Havre, et à la suite du récit de Jacqueline, il y a ces deux filles qui parlent un espèce de pidgin English, qui sont un peu aussi blackboulées, quoi, des figures de réfugiés qui traversent l'Europe. Ça va très très vite. Pour le coup, leur parcours, il est assez ramassé. Alors, avec une phrase là qui essaye de raconter très très vite comment on se retrouve d'abord dans le métro de Kharkiv, puis tout d'un coup on revient, les cigognes passent, on pense que voilà, il y a une accalmie, mais finalement ça repart. Et là, il faut monter dans un bus. On a tous vu ces autocars avec les petits rideaux, les vitres dégueulasses et les gens qui s'entassent là-dedans. Et puis la fuite, les points de contact à la frontière. Bon, tout ça, on vit dans cette réalité-là aussi depuis le février 2022. Et c'est vrai que c'est ce moment où le livre a ses propres interférences. Enfin, en tout cas, moi, dans mon oreille, il y a des interférences. Et ces Ukrainiennes, elles ont leur place à ce moment-là. C'est drôle parce qu'évidemment, cette question, j'imagine, elle traverse l'actualité, traverse n'importe qui écrivant. Et c'est drôle parce que je me suis vraiment posé la question de savoir comment parler de ça. Et hasard, mais il n'y a pas de hasard. Donc Monet peint les nymphéas entre 1914 et 1918 en temps de guerre. Et au même moment, Kafka écrit... donc dans son journal, l'Allemagne vient de déclarer la guerre à la Russie, point virgule, après-midi, piscine. Et moi, j'ai trouvé que c'était... Parce que sinon, j'allais m'embarquer dans des trucs. Et donc, c'était une façon d'en parler sans en parler, exactement comme Monet ne parle pas de la guerre, mais peint des nymphéas, mais il en parle quand même, de prendre le parti de... Face à l'actualité morbide du monde, qui me rend totalement impuissant, démuni et qui me désespère totalement, je vais essayer de privilégier l'actualité de vie qui est la mienne. Voilà. Et je vais juste faire ça parce que moi, c'est trop ce qui se passe humainement pour chacun d'entre nous. Donc chacun essaie de trouver des échappatoires. Et il y a une autre phrase de Kafka écrite en 1917 dans son journal, qui est une phrase vraiment incroyable parce qu'elle est à la fois énigmatique et c'est « Dans ton combat contre le monde, défends le monde ». Alors moi je lis ça, je dis, qu'est-ce qu'il veut dire ? Et en fait je comprends, face à la malfaisance du monde, il faut défendre le monde contre sa propre malfaisance. Donc il y a plein de façons de faire entrer l'actualité, mais c'est tellement épais ce qui se passe. Et pourtant, on est là, on est à Morges, on parle tranquillement de littérature, de Monet, tout ça. C'est sans cesse du vertige quand même. Hein. Enfin, je veux dire, bon, bref. Jusqu'à la fin de votre livre, qu'on ne va pas raconter, mais qui est gentil. Mais qui est une manière aussi de faire surgir cette souffrance brute, contemporaine, immédiate. Oui, puis moi j'ai tendance à... Enfin, c'est un petit truc que moi j'aime bien faire, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Voilà, quel a été le déclencheur. Et moi j'aime bien à la fin trouver au moins la réponse à une réponse qui est la mienne. Et que moi j'aime bien que l'écrivain se mette dans le tableau aussi.
Quelle place il occupe? Alors toi, c'est un peu évident quand même dans ton livre, donc voilà, voilà, on le sait. Mais moi, parlant de Monet, ça n'avait pas de... Enfin, pourquoi Monet d'un seul coup et tout ça? Et donc il fallait que je sois dans le tableau, et moi j'aime bien, et surtout comprendre la place que j'y occupe. D'où la fin qui d'un seul coup éclaire, effectivement, on va pas dire un mot, mais éclaire tout le livre d'une autre lumière insoupçonnée. Est-ce que vous voulez bien nous lire un passage de votre livre avant peut-être de céder la parole à la salle? Alors, on ne fait pas le contexte, hein, on est d'accord. De toute façon, time is money. Ce n'est pas qu'un jeu de mots. Car le temps fut la grande affaire de Monet. Il peignait tout le temps, par tous les temps. Qu'il pleuve, vente, gèle, il lui arriva de prendre salement froid, ou qu'il crève de chaud, fasse grand soleil. Le matin comme le midi ou l'après-midi, mais pas la nuit, c'est à souligner. Il peignait avec le temps qu'il faisait et avec le temps qui passait toujours trop vite à son goût, au point d'acheter la rangée de peupliers qu'on allait abattre avant qu'il ait terminé sa série de tableaux. Et oui, il était comme ça, Monet, capable d'acheter toute une rangée de peupliers pour terminer une série de tableaux. Une autre fois, on était au mois de mai, il paya 50 francs le propriétaire d'un chêne pour qu'il l'effeuille de toutes ses pousses printanières, lui redonnant ainsi l'aspect hivernal que Monet avait commencé de peindre en janvier, avant d'attraper un mauvais rhume et de devoir laisser sa toile inachevée. Il peignait même avec l'âge qu'il avait et avec le temps qui était celui de son époque, tous les temps en fait, toutes les dimensions du temps avec lesquelles il ne cessait de ferrailler et de pactiser afin, disait-il, de capter l'instant présent et de le fixer sur la toile, l'éterniser pour l'éternité, arrêter le temps d'un point précis de l'espace, tel est le paradoxe infernal que Monet s'est toute sa vie acharné à résoudre. Telle fut son obsession, dont il ne s'est jamais caché. Sachez, écrit-il un jour d'août 1908 à son ami Geoffroy, que ces paysages d'eau et de reflets sont devenus une obsession. Et de quelle obsession s'agissait-il ? Quel minuscule instant passager voué à disparaître dans l'indifférence de la durée voulait-il sauver de l'oubli et du passage ininterrompu, irréversible du temps ? Comme s'il ne supportait pas que les jours et les mois et les années emportent de manière irrévocable 1 heure ou 1 minute, sortant miraculeusement du lot. Que cela l'angoissait bien trop et à tout prix qu'il lui fallait trouver l'aiguille dans la botte du temps, attraper le papillon et l'épingler une bonne fois pour toutes. Mais de quel papillon s'agissait-il ? Pourquoi cette course sans fin contre le temps? D'où cette fascination pour l'instant purement présent? Que voulait-il sauver de l'oubli et du cours ordinaire des choses, comme s'il n'y avait rien de plus précieux, rien de plus vrai et vital et fragile que ces instants saisis à la volée avant qu'ils ne s'évanouissent comme s'ils n'avaient jamais existé? Aurait-il vu un jour quelque chose qui, le fascinant sur l'instant, lui aurait échappé et après, il aurait été trop tard? Après, il n'aurait eu de cesse de renouveler cette expérience encore et encore, devenant fou à force d'essayer. À force de capter 1001 instants présents, n'étant finalement jamais le bon, comme moi-même. Pardon de parler de moi. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a encore un peu le temps pour quelques questions. N'hésitez pas, et pour l'un, et pour l'autre, et pour les deux. On peut passer à la deuxième question, parce que la première est toujours embarrassante. Ah, madame, je sais pas, je crois qu'on voilà, on va vous donner un micro. Peut-être pour les gens du fond. C'est un petit peu gênant parce que je préviens, je suis dans un cliché, mais je vais quand même y aller. Je vous écoute souvent à France Q ou France Inter. Je vous ai vu à la Maison de la Poésie. Je vous ai vu à Passaporta à Bruxelles. On a même discuté. Et là, j'ai eu une impression. Vous voyez, je suis émue. C'est pour ça que j'aime pas les micros. C'est un cliché. J'ai inversé vos genres. Est-ce que vous me comprenez ? Vous seriez si vous étiez dans une autre profession, une ingénieure, et vous seriez un architecte artiste. C'est un cliché. J'en ai conscience. Est-ce que vous me comprenez ? Je crois que Maëlys vous comprend mieux que moi. J'en suis à peu près persuadé. Elle est plus fine, plus perspicace, je crois. Arrêtez, monsieur Bouillet. Est-ce que vous voulez moi,
être un ingénieur, enfin, en tout cas m'exporter de mon genre est quelque chose qui me convient, par ailleurs. J'aime assez, je pense qu'aussi les possibilités de la littérature peuvent résonner avec cette question du genre, hein. Comment est-ce qu'on sort de son genre? Et après, je me disais, dans un ingénieur, vous semblez dire que l'ingénierie est forcément quelque chose qui se rapporte à la masculinité. Et pour moi, voilà, l'ingénierie, c'est-à-dire la façon d'agencer, vous voyez, c'est-à-dire pour moi l'agencement au sens de Deleuze. Deleuze dit voilà, qu'est-ce que c'est? La littérature, c'est un agencement. L'agencement, oui, cette ingénierie-là, elle me convient. Il y a dans ingénieur aussi tout un espèce d'arrière-plan, de tempérament documentaire ou porté vers la technique, quelque chose que je peux tout à fait recevoir, mais évidemment pour moi ça n'est pas du tout le contre-pied de, je sais pas, la sensibilité et même l'artiste que vous donnez à Grégoire, qui serait le féminin artiste et moi le masculin ingénieur. Oui. Non, mais j'étais sûr. On est en train de le décortiquer parce qu'en fait les femmes peuvent être artistes évidemment et les hommes des ingénieurs, et puis on peut changer aussi. J'étais sûr que tu allais très bien t'en sortir. Non, mais en fait, on peut parler de fraternité et de sororité de façon absolument égale, parce que c'est ça qui nous relie. Enfin, voilà, c'est pas des questions de genre ou de sexe. Enfin, c'est au-delà de ça. C'est la littérature devient ce continent dans lequel, je sais pas, on est égaux. Et c'est pas des histoires de hiérarchie et tout ça. Voilà, c'est ça que je trouve beau, moi. Enfin, voilà, qui me tient un peu en vie. Et j'imagine que toi aussi. Donc. Moi, j'étais hyper choqué. Vraiment hyper. Heureusement que vous êtes venu à la Maison de la Poésie et que ça partait d'un bon sentiment, mais sinon... Exactement, mais je le dis. C'est vraiment, personne ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi Monet s'est préoccupé de peindre pendant 30 ans des nymphéas. Pourquoi des nymphéas? Pourquoi pas des coquelicots, des marguerites? Et c'est une question stupide que personne ne se pose. Et moi, j'adore me poser des questions stupides. Parce qu'on découvre énormément de choses. Et notamment, pour ceux qui diront, ils verront qu'un nymphéa, c'est pas rien, quoi. Bon, écoutez... bon, allez-y, madame, je crois qu'on a encore... Là aujourd'hui, on a la même chemise qui est absolument ridicule. Je me suis dit, il y a un trouble là. Non, vous n'avez pas bu aujourd'hui. C'est merveilleux. Non, mais il y en a peut-être 15. À un moment donné, vous allez toutes retirer votre masque et ce sera toute la même personne. Et on sera dans le village du prisonnier. Oui, c'est ça. C'est fou ça. Non, mais quelle angoisse d'un seul coup. Moi, je crois que j'ai pas un cliché. En l'occurrence. Alors, je voulais savoir, c'est une boîte de nuit dont vous parlez au Ponant, quand vous parlez de ce couple qui est devant le Ponant, qui va au Ponant. Ai-je bien compris? Non, le Ponant, c'est un lieu, c'est un centre de formation, c'est comme une école qui est placée mais où il y avait un pensionnat intégré, où il y avait aussi des machines intégrées, une salle des machines intégrée. Vous voyez, c'est comme un centre où on d'accord, donc c'est une confusion, ça n'a rien à voir. Mais moi, si j'ai tilté sur ce mot-là, c'est que j'ai appris la signification du mot Ponant chez vous. Oui. Ouais. Voilà. Mais au Havre, le Ponant, c'est vraiment la direction de l'Ouest. Oui, c'est ça. Là où le soleil le levant et le Ponant, en fait. Hein, oui, depuis, je sais, grâce à vous. Et je sais encore la signification d'un autre mot, qui est le mot clafie. Ah oui, vous ne connaissiez pas? Absolument pas, non, mais je ne vis pas en Provence, je suis bêtement suisse. Voilà, ma compagne est provençale et elle adore ce mot et elle en parle. Donc clafie, c'est quand, par exemple, un figuier est clafie de figues. C'est-à-dire qu'il y en a plein, c'est une profusion et tout ça. Et c'est un mot absolument magnifique et adorable. Vous avez raison, qu'on utilise beaucoup en Provence et qui vient du provençal, je crois. Et d'abord, je suis tombée sur des histoires de footballeurs. J'ai mis un certain temps avant de trouver la vraie signification du mot clafie.
Alors j'étais un peu troublée parce que je voyais pas ce que le football, hein, pas plus que la boîte de nuit venait faire là. Mais enfin, mais, bon, mais bref, tout peut rentrer dans les livres. Le Oui. football, le ponant, les clashs. on est d'accord. Alors maintenant, Je vais quand même faire cette petite phrase. Oui, mais je vous en prie. L'art, les livres, la peinture, la musique, ce sont avant tout des espaces de liberté. On est d'accord. C'est la liberté de l'individu, pas des libertés sociales. Moi, dans la vie, je suis comme tout le monde, voilà, contraint, on va dire, physiquement, génétiquement, socialement, géographiquement même. Les enfin, voilà. factures. Et là, d'un seul coup, moi, quand je me mets à écrire, mais je ne suis plus, enfin, en tous les cas, je lutte contre tous les. Je n'importe pas les contraintes de la vie ou du monde ou de la société dans mes livres. Il n'en est pas question parce que c'est justement un espace ouvert où on peut s'approfondir soi-même, s'amuser, s'autoriser, enfin, avoir de l'audace, enfin, se prendre pour Zorro ou D'Artagnan, et puis se prendre aussi pour Mrs. Dalloway, enfin, ou pour Peter. Enfin, Ou les sœurs Moi, Martin. j'ai beaucoup de tendresse pour Peter, tiens, vraiment avec son petit canif là, pauvre type. Mais bon, enfin voilà. Donc voilà, il faut le redire, quoi. C'est pas des. Ouais, ça se lit hein, de toute façon. Mais oui, je voulais juste, mais très rapidement, parce que j'ai l'impression de monopoliser un peu le truc là. Mais par rapport à la musique, il y a beaucoup de musique dans votre littérature. Bon, bah ça crève les yeux, ça crève les oreilles, tout ça. Alors juste pour ceux qui n'auraient pas lu encore le petit extrait sur Google, hein, que j'ai beaucoup apprécié, dévoré tout ça, mais je vais acheter le livre, bien entendu, mais à Lyon, parce que bon, voilà le poids. Hein. Alors, Sixteen Dixit, vous vous souvenez? Vous Non. parlez de la chapelle Sixtine, Oui. et vous dites Dixit André Masson. Oui. Alors, il y a souvent des choses comme ça chez vous. C'est Des ce que j'appelle assonances, voilà, des assonances, comme on dit, pour les gens qui ont fait de la littérature disent ça. Voilà. Mais parce que c'est intéressant ce que vous dites, parce que là on rentre un petit peu dans le travail. Oui, C'est-à-dire la cuisine. que l'assonance aussi permet de rebondir. C'est un petit peu comme les phrases de Malice. Un mot, enfin, on rebondit aussi sur des couleurs. Enfin, quand elle parle du coquelicot et de l'abricot, Ah, mais c'est on sent magnifique. bien qu'elle a tissé un truc Ah, et magnifique, que c'est visuel. D'un seul Oui, coup, oui, ça devient complètement. visuel. Et, enfin, voilà. Oui, tout à fait. Et puis, money is money, moi je craque, hein, là, complètement. Là, vous nous. Voilà. Et alors, on peut écoutez, savoir le prénom des deux sœurs là? Marie-France et Patricia. Voilà. Bravo. Martin. Non, j'en demandais pas tant. Mais moi, je l'impose. Ah, oh là là, les sœurs Martin, c'est quelque chose, hein. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve sur vos stands, j'imagine, pour Mais signer ouais. vos livres. Là. Merci Maëlys, Merci. merci Oriane. Et voilà. Oriane, merci. À vous. merci. C'était Carte blanche à la coprésidente. Maëlys de Kerangal invite Grégoire Bouillet, enregistré le samedi 31 août 2024 au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.